Bonjour, mon nom est Michel Rousseau. Je suis professeur en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières et aujourd'hui, je vous fais une présentation sur la théorie de la réponse aux items. Je présente principalement les concepts de base de cette théorie. Donc, les différents éléments que nous allons voir durant cette présentation, nous allons commencer par une introduction pour nous amener vers une modélisation de la théorie des réponses aux items. Nous allons ensuite voir les différentes courbes qui sont utilisées dans le cadre de cette théorie. Nous allons ensuite voir les différentes étapes d'une étude TRI et finalement, on va parler de modèles pour les items polytomiques. Donc, la TRI fait partie de la grande famille des modèles à variables latentes. Quand on parle de variables latentes, on parle de variables qui ne sont pas directement observées, mais des variables qui sont observées à partir de manifestations observables, donc les items dans une échelle de mesure. La variable latente, elle va constituer un continuum de valeurs. Donc, les gens vont être situés sur cette variable latente-là de très faible niveau à un niveau plus élevé. Donc, par exemple, si on est intéressé à mesurer la motivation, notre variable latente est la motivation des personnes, théoriquement, on s'attend à ce que les gens se situent sur un continuum entre un très faible niveau de motivation et un niveau de motivation qui est plus élevé. Le but principal de la théorie des réponses aux items est de mettre en relation la réponse de l'item, de modéliser la réponse de l'item avec le niveau du trait latent chez les personnes à qui on administre l'échelle de mesure. Et dans le fond, la TRI, ce que c'est principalement, c'est une modélisation des données. L'exemple suivant est une échelle de mesure qui est utilisée pour mesurer l'exposition des enfants à des punitions violentes. Donc, notre variable latente qui est mesurée par cet instrument de mesure va être l'exposition à des punitions violentes. Et on va utiliser 10 items, 10 manifestations observables. Donc, on va demander aux enfants, pour chacune des manifestations, s'ils ont été exposés ou non exposés à chacune de ces manifestations. On a posé ces questions à un échantillon de 500 enfants et on observe dans ce tableau, nous observons des statistiques descriptives qui sont liées à chacun des items. Donc, on peut observer, par exemple, que pour l'item numéro 3, qui a une moyenne de 0,90, donc ce que ça signifie, c'est que 90 % des élèves ont répondu oui, qui ont été exposés à cette forme de punition violente, alors que si on regarde les items 7 ou les items 9, c'est des items que seulement 14 ou 13 % des enfants ont été exposés à cette forme de violence punitive. Donc, dans cette base de données, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ordonné les items, des items étant les plus souvent endossés par les enfants. Par exemple, l'item 3 qui va se retrouver là, au début de la base de données, jusqu'aux items qui sont les moins souvent endossés par les enfants, les items 7, les items 9, qui se retrouvent plus vers la fin de la base de données. Et on a calculé un score qu'on va dire classique. Donc, on a calculé le nombre de punitions différentes sur les 10 items, à combien de punitions différentes les enfants ont été exposés. Et ce qu'on peut observer, c'est que chez les enfants qui ont un score de 1, donc qui ont été exposés à une seule des punitions, ils ont été principalement exposés aux punitions pour lesquelles on a le niveau d'endossement qui est le plus élevé pour les items. Si on va un peu plus loin dans le fichier de données, donc si on va chez les enfants qui ont été exposés à 2 formes de punition, on observe qu'eux aussi, principalement, ils ont été exposés aux formes de punition pour lesquelles le niveau d'endossement est le plus élevé, donc les items 9, 4 ou 5, par exemple. Donc, si on regarde à la fin de la base de données, chez les enfants qui ont été exposés à 9 formes de punition différentes, ce qu'on observe, c'est que les premières formes de punition, celles qui sont le plus souvent endossées par les enfants, tous les enfants qui ont un score de 9 vont principalement endosser aussi ces items. Et ce qui va la seule forme de punition qu'ils n'ont pas endossée sur les 10 vont être souvent des formes de punition qui vont se retrouver vers la fin du fichier, donc des formes de punition pour lesquelles on endosse plus. La proportion d'endossement est beaucoup plus faible chez les enfants en général. Donc, cette représentation schématique nous explique comment est-ce qu'une échelle de mesure est construite pour nous permettre de mesurer la grandeur du trait chez les individus. Supposons que les items, ce sont des bâtons qui permettent de mesurer la grandeur d'une personne. Donc, si on veut construire un instrument qui nous permettrait de mesurer la grandeur d'une personne, on pourrait prendre, par exemple, 6 bâtons de grandeurs différentes. Et à chaque fois
qu'une personne est plus grande que le bâton, on va lui donner un score de 1. Dans l'exemple ici, par exemple, la première personne qui est mesurée avec notre instrument, elle est plus grande que les 2 premiers bâtons, mais plus petite que tous les autres bâtons dans notre instrument. Donc, cette personne-là aura un score de 2. Si on veut prendre ce même instrument pour comparer la grandeur entre différentes personnes, on va appliquer la même procédure. Donc, pour chaque personne, on va regarder le nombre de bâtons qui est plus petit que cette personne. Donc, on avait déjà la mesure pour notre première personne, notre premier individu. Si on prend la deuxième personne va avoir un score identique, même si elle est de grandeur un peu plus grande, parce que notre instrument n'a pas la sensibilité qui lui permet de distinguer entre ces deux grandeurs. C'est là une des limites des instruments de mesure. La dernière personne, elle, va être plus grande que les autres et va obtenir un score qui est plus élevé, qui va refléter une réelle différence entre les 2 premières personnes et la 3e personne. Donc, une façon de modéliser les données, c'est de mettre en relation le score des individus avec la probabilité de donner une réponse oui à chacun des items. Donc, dans le graphique suivant, nous avons sur l'axe des X le score des individus qui va varier entre 0 et 10. Et sur l'axe des Y, nous avons la probabilité, selon chacun des scores, d'avoir donné une réponse oui à l'item. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation entre le score de 0 et le score de 5. Il y a une augmentation constante de la probabilité de donner une réponse 1 à cet item. Après un score de 5, cette probabilité-là reste très élevée et demeure relativement constante, peu importe qu'on ait un score de 5, de 6, de 7 ou même un score de 10. Ce graphique est la modélisation pour un autre item, l'item 7, qui est un item qui est endossé par une moins grande proportion de personnes dans notre échantillon. Ce qu'on observe, c'est que pour des scores de 0, de 2, de 4, la probabilité d'avoir dit oui à cet item est très faible, près de 0, et elle ne commence à augmenter qu'à partir d'un score de 5 pour aller jusqu'à une probabilité qui est près de 1 uniquement lorsque les répondants ont un score total de 10 à l'instrument. Donc, pour ce dernier exemple, là, ce qu'on observe, c'est une progression constante dans la probabilité dépendante du score des personnes. Donc, plus le score est élevé, plus la personne va avoir tendance à augmenter sa probabilité. Ce type de relation-là va être représenté par un type de courbe particulier qui est la courbe de régression logistique. Donc, la régression logistique est la courbe de base qui est utilisée pour représenter la relation qui existe entre le niveau de trait mesuré chez les personnes et la réponse qui est donnée à chacun des items. Dans le graphique qui est présenté dans cet exemple, donc, ce qu'on a dans l'axe des X, c'est ce qui est appelé le score θ. Le score θ, c'est ce qui remplace le score brut de l'instrument. Donc, c'est le niveau de trait qui est mesuré par les personnes. C'est un score qui est centré à 0 avec un écart type de 1. Sur l'axe des Y, comme les autres graphiques qui ont été présentés auparavant, ce qu'on retrouve, c'est la probabilité de donner une réponse 1 à l'item. Donc, pour cet item qui est l'item 1 de notre instrument, la probabilité va être relativement faible jusqu'à un score de θ de moins 1 et elle va monter jusqu'à atteindre un certain plafond vers des scores plus élevés. La courbe caractéristique d'item est déterminée principalement par 2 paramètres. Le paramètre A, qui est la pente de la courbe, et le paramètre B, qui est appelé paramètre de localisation. Localisation par rapport à l'axe des X, donc au score θ. On a ici un exemple pour 2 items qui ont une pente similaire. Leur localisation est différente. Donc, la courbe bleue, qui représente l'item 3, a un paramètre de localisation de valeur de moins 1,88, alors que la courbe rouge, qui représente l'item 9, a un paramètre de localisation de 1,59. Cette valeur de localisation-là va se situer à point précis dans la courbe où la probabilité de répondre la valeur de 1 à l'item passe à 50 %. Donc, le deuxième paramètre qui va permettre de dessiner la courbe est le paramètre A, ou la pente de la courbe de régression logistique. Ce paramètre va représenter le niveau de discrimination de l'item autour du point d'inflexion. Donc, on a ici, par exemple, les deux mêmes items qui ont été estimés à partir d'un autre modèle. Donc, on observe la différence de discrimination entre l'item
3, qui est représenté par la courbe bleue, et l'item 9, qui est représenté par la courbe rouge. L'item 3, la discrimination est beaucoup plus prononcée parce que la pente est plus prononcée que pour ce qui est de l'item 9. Différents modèles peuvent être utilisés pour représenter la fonction de la réponse à l'item. La relation entre le trait mesuré et la réponse donnée à l'item peut être représentée par différents modèles qui sont définis par le nombre de paramètres qui sont estimés. Donc, nous avons les modèles à un paramètre. Pour les modèles à un paramètre, le paramètre A, qui est la pente, va être identique pour chacun des items et ce paramètre-là va être estimé. Nous avons aussi le paramètre de localisation, lui, qui va varier d'un item à l'autre. Il existe à l'intérieur des modèles à un paramètre ce qu'on appelle le modèle de Rasch. Donc, dans le modèle de Rasch, la spécificité par rapport aux autres modèles à un paramètre, c'est que le paramètre A est fixé à une valeur qui est égale à 1. Donc, c'est un paramètre qui n'est pas estimé. Nous avons aussi les modèles à deux paramètres. Dans un modèle à deux paramètres, les paramètres A et les paramètres B vont être estimés séparément pour chacun des items. Donc, la différence entre le modèle à 1 et à deux paramètres, c'est que dans le modèle à deux paramètres, la valeur de la pente va avoir tendance à varier d'un item à l'autre item. Finalement, nous avons aussi les modèles à trois paramètres qui sont beaucoup moins utilisés en psychologie ou en sciences sociales. C'est des modèles utilisés en éducation, parce que ce troisième paramètre-là qui est estimé, qui est appelé paramètre C, c'est un paramètre qui permet de tenir compte de la probabilité de ne pas avoir une réponse nulle, donc la probabilité de donner une réponse au hasard dans un examen à choix de réponse et de tomber sur la bonne réponse. Donc, une autre courbe qui est importante dans la théorie des réponses aux items, c'est la courbe d'information de l'item. La courbe d'information de l'item nous permet de spécifier le niveau de discrimination de l'item pour chacun des niveaux de score θ dans la population. Donc, par exemple, si on a dans le panneau de gauche, on retrouve les courbes caractéristiques d'items qui sont transformées en courbes d'information d'item. Donc, l'information va varier en fonction du trait θ. Et ce qu'on observe, c'est que l'information va être au maximum lorsqu'on atteint le paramètre de localisation de l'item. Donc, pour l'item bleu, par exemple, l'information maximum que l'item va nous fournir va être au niveau d'un score θ de -2. C'est-à-dire que cet item va discriminer au maximum les individus qui sont autour de ce niveau de trait mesuré. Si on travaille avec un modèle à deux paramètres, ça va faire varier la hauteur de l'information que chacun des items va présenter. Donc, dans cet exemple-ci, ce sont les mêmes items que la diapo précédente. Par contre, on applique un modèle à deux paramètres. Et ce qu'on observe, c'est que l'item 9, qui est représenté par la courbe rouge, va avoir un niveau d'information maximal qui est beaucoup plus faible que l'item bleu, l'item représenté par la courbe bleue, parce que son niveau de discrimination est beaucoup plus faible pour l'item rouge que pour l'item bleu. Donc, chacun des items va être caractérisé par une courbe d'information d'item. Si on applique, comme ici, un modèle à un paramètre, ce qu'on observe, c'est que toutes les courbes d'information vont avoir exactement la même forme. Ce qui va varier, c'est la localisation ou la discrimination. L'information est maximale pour chacun des items. Et si on observe, la plus grande partie des items vont avoir un niveau maximum d'information vers des valeurs positives de notre score θ. En combinant l'ensemble de ces courbes d'information d'items, on est capable de construire la courbe d'information du test. Donc, la courbe d'information du test va nous donner le niveau d'information global de l'ensemble de nos 10 items. Ce qui nous permet de spécifier, c'est à quel niveau du score θ notre instrument va être le plus efficace. Donc, à quel niveau du score θ notre instrument va permettre de maximiser la discrimination entre les individus. Donc, ce niveau est autour d'une valeur de score θ de 1. Donc, les gens qui sont légèrement en haut de la moyenne pour le score θ, la discrimination va être maximale pour ces individus. L'erreur type de mesure va être une fonction qui est dépendante de la courbe d'information. Plus l'information va être élevée, plus l'erreur type de mesure va être faible, et plus l'information est faible, plus on va faire d'erreurs dans notre mesure. Donc, dans le
la situation ici, ce qu'on observe, c'est que l'erreur type de mesure va être maximale pour des scores extrêmes, donc des scores qui vont se situer dans des valeurs de -3 ou des valeurs de +3. Mais lorsqu'on atteint des scores θ qui sont autour de 1, on a une erreur de type de mesure qui est beaucoup plus petite. Donc, c'est donc dire que selon la théorie des réponses au système, l'erreur type de notre mesure va varier en fonction du niveau de mesure, du niveau du trait qui est mesuré par notre instrument. Enfin, une dernière courbe qui peut être aussi intéressante lorsqu'on utilise la théorie des réponses au système, c'est la courbe caractéristique du test. Donc, la courbe caractéristique du test, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de transformer les scores θ en scores bruts de la même échelle de mesure. Souvent, les scores θ sont difficiles à transmettre ou à communiquer parce qu'on a des valeurs qui sont des valeurs négatives, des valeurs avec des décimales. Donc, c'est très complexe à transmettre à des personnes. On va faire la conversion vers des scores bruts, qui est beaucoup plus simple à comprendre pour les personnes. On comprend là, un score sur 10, ça a beaucoup plus de références pour la plupart des gens. Donc, pour cette courbe-là, pour chacun des scores θ, on peut faire la conversion directe du score θ à un score qui est un score brut. Donc, lorsqu'on veut procéder à une étude de type théorie des réponses au système, il y a différentes étapes à travers lesquelles on doit passer. La première étape, ça va être la sélection du meilleur modèle pour représenter la relation entre l'item et le score θ. Donc, est-ce qu'on va prendre un modèle à 1? Souvent, on va décider entre un modèle à 1 ou à 2 paramètres, mais dans certaines situations, on peut aller jusqu'à tester un modèle à 3 paramètres. La deuxième étape va consister à vérifier les conditions d'application du modèle. Pour que notre modèle soit valide, que nos résultats soient valides, il faut que notre modèle respecte certaines conditions. Premièrement, une condition d'invariance des paramètres, une condition d'unidimensionnalité et finalement la dernière condition qui est la condition d'indépendance locale des items. Une fois qu'on a démontré qu'on respecte les conditions d'application, on va procéder à l'étape de calibration. Donc, on va calibrer les items en fonction du modèle qui va être sélectionné. Et enfin, en dernière étape, à partir de la calibration, on va obtenir un ensemble de scores θ pour un échantillon ou une population particulière. Pour la sélection du modèle, il faut s'assurer que le modèle qui va être retenu va être un modèle qui va bien représenter la distribution des données. Donc, une des premières étapes qu'on peut appliquer va consister à vérifier la distribution empirique par rapport à la distribution qui est théorique. La distribution théorique est représentée par notre courbe caractéristique d'item. Et à cette courbe caractéristique d'item, on va vérifier la distribution empirique des valeurs. Dans l'exemple qui est ici, pour l'item 1, ce qu'on observe, c'est que la courbe empirique, qui est représentée par les points, est assez proche de la courbe théorique qui est donnée par le modèle. Donc, pour ce qui est de cet item, l'item 7, ce qu'on observe, c'est que la distribution empirique va s'éloigner de la distribution théorique qui est définie par le modèle. Ce que ça signifie, c'est que le modèle représente mal les données. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer que notre modèle qu'on va sélectionner est un modèle pour lequel, majoritairement, la distribution empirique va être identique à la distribution théorique. Une deuxième façon de s'assurer qu'on a sélectionné le deuxième modèle, c'est de procéder à ce qu'on appelle un test de ratio de vraisemblance. Donc, les paramètres d'item sont obtenus à partir d'estimations de maximum de vraisemblance. Et souvent, le modèle à un paramètre va être un modèle qui est plus contraignant que le modèle à 2 paramètres. Plus contraignant parce qu'on contraint tous les items à avoir exactement la même valeur de pente. Alors que dans le modèle à 2 paramètres, la valeur de la pente peut varier d'un item à l'autre. Donc, on va tester l'hypothèse nulle, à savoir est-ce que d'un item à l'autre, les pentes peuvent avoir exactement la même valeur. C'est ce que vient faire le test de ratio de vraisemblance. Dans l'exemple ici, le test de ratio de vraisemblance nous rapporte une valeur P qui est plus petite que 0,05. Donc, ça nous amène à rejeter notre hypothèse nulle et à ce moment-là, à dire qu'on ne peut pas vraiment, à partir des données qu'on a, affirmer que toutes les pentes ont exactement la même valeur. Donc, dans cette situation-là, on doit sélectionner le modèle à 2 paramètres. Donc, une fois qu'on a sélectionné le meilleur modèle,
et qu'on a vérifié les conditions d'application. Je ne touche pas les conditions d'application dans cette présentation parce que ce n'est qu'un survol des concepts de base. Donc, une fois on s'est assuré que les conditions d'application sont respectées, on peut obtenir les paramètres d'items. Donc, dans la diapo qui est présentée, on obtient, ce que je présente, c'est les paramètres pour un modèle à 1 et à 2 paramètres, pour vous montrer des exemples de sorties et ce qui peut distinguer vraiment le modèle à 1 ou à 2 paramètres. Donc, dans le panneau de gauche, ce que vous observez, c'est les résultats pour le modèle à 1 paramètre. Le modèle, l'indice de discrimination, qui est le paramètre de la pente, ce que vous observez, c'est qu'il y en a un seul qui est estimé pour le modèle à 1 paramètre parce que cette valeur-là est définie comme étant identique d'un item à l'autre. Alors que dans le tableau de droite, qui est le modèle à 2 paramètres, ce qu'on observe, c'est qu'on a une estimation qui est différente pour chacun des items de notre instrument. Donc, les modèles à 1 et à 2 paramètres qui ont été présentés sont des modèles qui peuvent être appliqués uniquement lorsque les données sont dites dichotomiques, donc c'est-à-dire que les gens vont donner une valeur de 0 ou de 1. La plupart des instruments de mesure qui sont utilisés dans le domaine des sciences sociales ou de la psychologie sont des instruments de type Likert, pour lesquels on va avoir une échelle qui est de type ordinal, comme dans l'exemple qui est présenté. Donc, évidemment, pour ce type de données, il n'est pas possible d'utiliser le modèle à 1 ou à 2 paramètres. Il existe par contre des modèles qui ont été développés pour traiter de ce type de situation-là. Et les courbes caractéristiques d'items sont des courbes qui vont permettre de représenter la probabilité d'observer chacune des options de réponse en fonction du score θ des individus. Donc, par exemple, dans le graphique qui est présenté ici de l'item 2, ce qu'on observe, c'est une courbe bleue pour la probabilité de répondre à la valeur 1, une courbe rouge pour la probabilité de répondre à la valeur 2, une courbe verte pour la probabilité de répondre à la valeur 3 et une courbe jaune pour la probabilité de répondre à la valeur 4. Donc, chaque courbe va avoir sa distribution de probabilité. Ce qui est observé et ce qui est attendu, c'est que les gens qui ont un score très faible sur cette échelle vont avoir une probabilité élevée de répondre une valeur 1, donc une valeur plus faible sur l'échelle de petite Likert, et cette probabilité-là va diminuer au fur et à mesure qu'on a une augmentation du score θ. À l'opposé, les gens qui ont un score plus élevé vont avoir une probabilité beaucoup plus élevée de répondre la valeur 4, donc un échelon supérieur dans notre échelle de type Likert. Ce type d'analyse peut être utile pour vérifier le fonctionnement des différentes options de réponse d'une échelle de type Likert. Par exemple, pour l'item 7, ce qu'on observe, c'est que principalement, les gens vont se distribuer entre deux options de réponse, la réponse 1 ou la réponse 4. Les probabilités de répondre l'option 2 ou l'option 3 est pratiquement nulle ou très faible pour l'ensemble des scores θ de la distribution. Donc, il existe plusieurs avantages qui nous amèneraient à opter pour un modèle TRI pour analyser nos données d'une échelle de mesure. Premièrement, les paramètres n'auront pas tendance à varier en fonction du groupe qui va être utilisé. Donc, peu importe le groupe qui est utilisé, une fois qu'on a calibré notre instrument, si on réutilise un nouvel échantillon qui est issu de la même population, les valeurs de la calibration vont être aussi bonnes. Deuxième avantage qu'on a, c'est que les paramètres peuvent être estimés même s'il y a des données manquantes. Donc, c'est possible d'obtenir des estimations de paramètres d'items, des estimations de paramètres de score θ qui vont être valides, même si certains items ne sont pas répondus par un certain nombre de répondants dans notre échantillon. Contrairement à un score brut traditionnel, le score θ va se situer sur une échelle de type intervalle. Donc, si on veut mettre en corrélation avec d'autres valeurs ou d'autres variables, notre corrélation va être beaucoup plus solide qu'un score brut pour lequel la variable n'est pas sur une échelle d'intervalle, mais va être plutôt se situer sur une échelle ordinale. Il y a aussi le fait qu'un instrument plus court, dans le cas d'une théorie des réponses aux items, pourrait être aussi efficace, sinon plus efficace qu'un instrument plus long. En utilisant la courbe d'information, on pourrait réduire le nombre d'items qui constitue un instrument pour avoir un instrument qui est aussi efficace qu'une version longue ou même plus efficace qu'une version longue. Enfin, un dernier avantage, c'est sa facilité à mélanger les types de questions, ce qu'on appelle des modèles de type hybride. Donc, on
pourrait, à l'intérieur d'un même instrument de mesure, utiliser des systèmes qui sont de forme dichotomique et les mélanger avec des systèmes qui sont de forme ordinaux. Donc, des systèmes oui-non avec des systèmes de type Likert. Donc, en conclusion, la théorie des réponses aux systèmes est une approche moderne de la modélisation des données d'un instrument de mesure. La présentation d'aujourd'hui n'a touché que les concepts de base, les courbes. On aurait pu s'étendre beaucoup sur les principes mathématiques. Si cela vous intéresse, il y a de nombreux livres, nombreux ouvrages qui portent sur la question. Donc, je vous remercie.